Monsieur Gaquer. Vous êtes maire de Béthune, président de cette agglomération. Vous nous accueillez aujourd'hui pour un atelier territorial autour du sujet de l'industrie. On est très heureux d'être là. Vous nous consacrez un petit peu de temps pour nous expliquer votre territoire et les enjeux du territoire. Je vais commencer par une question toute simple. Depuis 2018, vous êtes classé territoire d'industrie. Est-ce que c'est la reconnaissance d'un écosystème résilient, d'un écosystème innovant? Pouvez-vous nous dire un petit peu? Oui, alors Béthune, l'agglomération de Béthune, c'est 100 communes et surtout un tissu industriel très fort. Et c'est vrai que depuis 2018, nous sommes inscrits en fait dans la stratégie nationale de la reconquête industrielle par les territoires. Et pourquoi nous sommes inscrits dans cette démarche? Parce que nous avons un écosystème très important. D'abord, 25% de nos emplois sont des emplois industriels, à peu près 12 000 emplois répartis sur 300 sites à peu près. Mais on a surtout 165, on va dire TPE, PME, des champions de l'industrie. Et donc, nous avons les fondamentaux, nous avons les fondations pour pouvoir passer d'une économie industrielle carbonée, finalement, à une stratégie industrielle décarbonée, l'écologie industrielle, l'économie circulaire. Et tout ça pourrait être même illustré par le choc industriel de Bridgestone. Vous avez un programme d'action, j'imagine, que vous avez engagé suite à cette classification. Vous pouvez nous en décrire quelques-unes? Oui, bien sûr, c'est un programme très large qui va toucher d'abord du repérage du foncier jusque finalement l'exercice sur nos ressources en termes d'énergie, en termes d'eau, sur la qualification de la manœuvre, sur le bassin d'emploi, et puis sur les entreprises elles-mêmes, leurs projets de développement, de modernisation de la chaîne de production, de l'élargissement de la gamme de produits et d'activités, qui va donc du soutien de l'industrie, de l'écosystème, en passant même par l'innovation et la recherche, jusqu'à l'implantation de nouvelles entreprises. Et il a été d'ailleurs important pour nous d'implanter de nouvelles entreprises, notamment quand Bridgestone est parti. Ça a été très important pour nous, cette stratégie-là. Et sur le site de Bridgestone, justement, vous avez, je crois, une entreprise qui s'appelle Blackstar. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour l'accompagner, cette entreprise? Alors plus largement, vous savez, quand Bridgestone est parti, d'abord, ça a été plus de 860 employés qui se retrouvaient du jour au lendemain sans travail. Ça a été un gros traumatisme pour le territoire, puisque ça, une entreprise, elle a un développement économique et social dans un territoire. Il a fallu d'abord donc travailler le reclassement, la reconversion des salariés, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'était comment on pouvait réindustrialiser le site en tant que tel. Vous imaginez 32 hectares comme ça au bord de la ville, au cœur presque de la ville, lâché du jour au lendemain et tombé en friche. Et puis le troisième sujet, c'était comment on pouvait revitaliser le territoire, puisque vous savez bien évidemment qu'il y a des emplois directs et des emplois indirects sur un territoire, notamment quand une industrie majeure comme Firestone, devenu Bridgestone, qui étaient des fleurons de l'industrie locale. Alors, comment on a fait sur le site en tant que tel? Eh bien, nous avons décidé de travailler avec Bridgestone, dans le cadre de son plan de revitalisation, de travailler sur un site mono-activité, mono-entreprise, carboné, à une entreprise finalement ou un site en tant que tel plus précisément, multi-activité, tourné vers l'économie circulaire et surtout l'écologie industrielle. Et donc, on se tourne vers une plateforme industrielle. Et la première des briques de cette nouvelle plateforme, c'est effectivement l'arrivée de Blackstar. Il a fallu d'abord, bien évidemment, trouver un logisticien, quelqu'un qui a repris le site, qui est passé donc sur un mode copropriété pour pouvoir libérer des espaces et réorganiser finalement le site en tant que tel. Et maintenant, donc, nous avons Blackstar, qui est un champion français, cette fois-ci, de la fabrication de pneus reconditionnés, réchappés, avec un objectif à terme de d'1 200 000 unités par an. Et donc, le principe, très simple, on récupère des pneus usagés, on vérifie la capacité à être reconditionnée. Et donc, à peu près sur, on va dire, 100 pneus qui arrivent ici sur le site à Béthune, 30 seront donc reconditionnés pour faire du premium à moins 30%. Et donc, c'est assez fantastique, puisqu'on est en capacité aujourd'hui d'aller vers le réemploi, de vider nos poubelles et de pouvoir donc arriver à une nouvelle forme de production qui n'est pas délocalisable, qui a tout intérêt à être sur place, puisque l'empreinte carbone, vaut mieux avoir la matière tout de suite à disposition. Et puis surtout, il y a très peu de nouveaux caoutchoucs, nous récupérons un certain nombre de matériaux qui sont déjà dans le pneu usagé. Donc c'est assez fantastique et c'est l'illustration de ce qu'on pourrait faire et ce qu'on va devoir faire demain à la croissance verte. Donc là, on comprend quand même qu'on est dans des démarches innovantes qui vont permettre d'aller vers une industrie décarbonée. Donc je suppose que vous avez dans le territoire, dans le grand territoire, puisque vous avez la métropole de Lille qui n'est pas très loin, des laboratoires de recherche. Comment est-ce que tout ça travaille ensemble, l'écosystème et les laboratoires? Alors là, vous faites écho aux filières d'activité. Et c'est vrai qu'on avait un parterre d'entreprises avec beaucoup de
de fleurons en fait, locaux. Je pourrais vous parler aussi Iceberg d'Aperam, par exemple, de ThyssenKrupp. Je pourrais vous parler d'un certain nombre d'entreprises, notamment des entreprises qui viennent d'arriver, comme Corning Life Science, donc un champion américain qui vient d'arriver, ou Desotec, les Belges qui vont arriver sur les charbons actifs. Ce qui est important, c'est de pouvoir mettre tout le monde en écosystème, en contact, tout simplement. Et ça, on l'a compris depuis un petit moment chez nous. Nous avions des filières comme la plasturgie. Nous sommes aujourd'hui des gros producteurs de plasturgie. Et donc ça, c'était important pour nous de pouvoir associer la recherche interne de ces entreprises et puis l'écosystème, notamment l'université. Donc 4 laboratoires, et dont un dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le laboratoire de génie électrique. Et pourquoi? Et pour cause, nous avons l'arrivée de la Gigafactory. La première Gigafactory est arrivée sur notre secteur, nous, à Douvrin. C'est sur le CISIAF, si je reprends la zone d'activité qui accueille cette belle entreprise. Là, on va y fabriquer quoi? Des batteries, les batteries pour les véhicules du futur. Quand je dis futur, c'est demain, puisque vous avez entendu en plus le président de la République annoncer l'accélération dans l'écomobilité et surtout le verdissement, l'électrification de la flotte automobile. Et donc, on a ces champions-là qui sont arrivés. Pour se développer, ils ont besoin de ressources. Parmi les ressources, il y a effectivement toute cette innovation qui va être interne ou externe pour améliorer les process, améliorer la productivité en tant que telle, mais après pour chercher des évolutions sur le produit plus largement, le devenir aussi la seconde vie de ces produits, le recyclage. Et vous savez qu'en plus, il y a des engagements réglementaires à réintroduire dans la production un certain nombre de produits et de matériaux recyclés. Il faut donc tirer complètement des filières de A à Z. Et c'est là-dessus qu'on se positionne avec les entreprises. Et nous avons aujourd'hui tous ces outils-là à assembler pour faire le plus beau puzzle possible dans les années à venir. Mais alors, ce que je comprends bien, c'est que vous avez quand même tout de même défini une stratégie à la fois dans le territoire et une stratégie, on va dire, d'innovation économique pour aller vers une industrie décarbonée. Je crois que vous avez conduit 2 démarches, Béthune Smart City 2032 et Béthune 2030. Pourquoi vous êtes attaché à ces démarches de prospective à long terme? Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute un peu l'information et dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, l'inflation, la guerre de l'énergie en tant que telle, on peut s'interroger sur la fin du monde. Et on entend ce petit discours de fond sur la dystopie, donc il ne sert à rien de s'investir, de toute façon c'est la fin du monde. Et à côté de ça, il y a des gens qui vous disent, nous on regarde déjà la fin du mois, comment on va faire pour manger, parce que c'est important cette capacité aussi à rebondir. Et nous avons aussi sur nos territoires, il faut le dire, un certain nombre de populations fragiles. À Béthune en tant que telle, c'est 27% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et donc, entre les deux, qu'est-ce qu'il faut rappeler? D'abord, donner de l'espoir, donner un cap, rappeler que la vie et la ville, ça a été une succession de cycles économiques, industriels, sociaux. Et que donc, on s'inscrit là dans un virage. Et ces caps que nous avons inscrits ne sont pas des prétentions, mais des ambitions collectives qui font face à un certain nombre de défis que tout le monde a pu identifier sans forcément s'y engager dans ces défis. Le premier, c'est celui de la population. On sait qu'il va y avoir des croissances de population, il faut les accueillir. On sait que c'est la fin de l'étalement urbain. On sait que le foncier va devenir une ressource stratégique, tout comme l'énergie décarbonée. Nous avons du gaz de mine chez nous, un gaz de récupération. C'est un atout très important. Nous avons encore de l'eau potable chez nous. Mais il faut faire attention car les nappes phréatiques pourraient aussi diminuer dans les années à venir. Donc je pense que le défi de la population, il est important dans l'accueil, notamment pour nos villes moyennes. Je rappelle que 70% de l'industrie en France, ce sont dans ces territoires périphériques aux grandes métropoles. Donc nous avons les atouts pour accueillir une population qualifiée, pour avoir ces bassins de main-d'œuvre et surtout nous avons encore du foncier pour implanter de nouvelles entreprises. Donc la population, je résume ainsi, c'est le premier défi. Le deuxième défi, j'en ai parlé, ce sont les ressources. Et là, très clairement, il faut que nous puissions demain être à la manœuvre dans nos territoires pour peut-être même contribuer à produire et distribuer l'énergie verte, décarbonée. C'est aussi la souveraineté économique qui est en jeu en tant que telle. Troisième défi, c'est celui de la lutte contre toutes les fractures, notamment la pauvreté, j'en ai parlé tout à l'heure. Les fractures territoriales, ça a été largement rappelé sous l'épisode des Gilets jaunes. Les fractures sociales, ça c'est de longue date. Et puis ces fractures numériques, enfin toutes ces nouveautés qui arrivent aujourd'hui, ces innovations et qui peuvent conduire soit au progrès social, soit au décrochage d'une partie de la population. Il est important que nous soyons présents face à ce défi qui est celui de la cohésion sociale pour notre pays et nos territoires en particulier. Et puis, il reste quelques défis, c'est quand même le défi économique, la mutation du tissu économique. On a parlé d'industrie aujourd'hui, mais n'oublions pas le tertiaire, avec le télétravail, d'autres formes finalement d'échange dans son savoir-faire, et puis l'agriculture. Nous sommes des territoires très agricoles,
avec des débouchés également industriels. Il ne faut pas oublier le monde agricole qui est en pleine mutation également. Et nous sommes aussi des champions de l'agriculture en France et il faut que nous puissions bien relier ça aussi à la version, on va dire, industrielle. Donc voilà, donc ces défis, ça se traduit dans la Smart City, défis du cadre de vie, de l'attractivité, et puis une forme de résilience, d'un rebond. Fini l'homo economicus, fini cette notion peut-être de propriété privée en tant que telle. Aujourd'hui, on va vers la fonctionnalité, vers les usages, vers le temps présent et pas le temps futur. Et on a une jeunesse qui nous pousse à regarder différemment, mais toujours dans ces valeurs humanistes qui ont fait la force de la France, qui font le regard de la France, cette France des Lumières. Et c'est un peu ça l'objectif de ce projet de territoire, de ce projet de ville, d'essayer d'emmener les gens, malgré les défis du quotidien à court terme, vers quelque chose de plus grand et qui reste surtout sur une version collective. Alors, est-ce que c'est pour toutes ces raisons que vous venez de nous décrire que vous avez été qualifié de pépite dans le programme REV 3 ? Je ne sais pas si nous sommes une pépite. En tout cas, humblement, nous essayons, comme tout le monde, d'être des gens ordinaires, mais d'essayer de porter des sujets extraordinaires. C'est une chance aujourd'hui, une grande inquiétude de vivre à notre époque. C'est une chance parce qu'on bénéficie d'un certain nombre de progrès technologiques, humains, sociaux, et en même temps, on peut avoir l'impression que tout va s'effondrer demain sous nos pieds. Il nous appartient de construire l'avenir pour nos enfants. Et donc, je crois que c'est cela, REV 3, ce qui a été porté par la région, cette vision alors, de Rifkin, qui est de dire est-ce qu'on peut porter une troisième ou une quatrième révolution industrielle qui tient compte finalement de l'évolution numérique, technologique, technique, l'intelligence artificielle, tous ces outils qui vont être à disposition de l'être humain demain, mais aussi qui tient compte de l'adaptation au climat, au dérèglement climatique que nous vivons et surtout à l'amenuisement de nos ressources. Et je crois que REV 3 cherche des territoires d'expérimentation entre la théorie et le concept. Il faut des choses très opérationnelles. Et nous avons aujourd'hui des leaders, notamment dans l'industrie locale, qui peuvent démontrer que ça existe, que ça peut fonctionner. Il faut juste quand même qu'on fasse évoluer le modèle économique. Et c'est là où la puissance publique est intéressante. Elle peut amorcer ce virage, elle peut assurer des modèles économiques, le temps de la mutation. Et ça, il faut que nous puissions être présents donc au bon endroit, au bon moment, mais qu'on prenne pleinement notre part. Et que notre part, c'est un travail d'équipe. Et surtout, l'enjeu pour nous, c'est la coopération sur les territoires. Alors justement, sur votre grand territoire, vous avez effectivement 100 communes. J'ai compris, je parle sous votre contrôle, que vous avez des sites phares. J'en cite quelques-uns. Logister A26, ou Ruy, Isberg. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ces localisations sont importantes dans ce territoire et comment elles irriguent la totalité de votre territoire ? Aujourd'hui, c'est le fruit de l'histoire déjà, puisque notre comité d'agglomération, elle s'est créée en 2017 et c'est le fruit donc de 3 intercommunalités qui se sont réunies et qui ont fusionné. Donc on épouse l'histoire de nos territoires, c'est la marque du territoire et quelle trace on veut y laisser. Simplement, on a vu que se sont développées des logiques territoriales, géographiques j'entends, mais aussi de filières, avec cette mutation de l'industrie telle qu'on a pu la décrire tout à l'heure. Et avec l'arrivée notamment de l'industrie 4.0 qui prend toute sa place aujourd'hui dans le nouveau modèle. Et on sent des dynamiques locales avec des écosystèmes parfois on va dire de filières d'activités qui se mettent en place. Et donc nous avons sur le territoire effectivement encore un peu de foncier qu'on développe et qu'on thématise, notamment sur de la logistique, parce que s'il n'y a pas de logistique industrielle, il n'y a pas de logistique du tout et il n'y a pas d'industrie du tout. Donc il nous faut un peu de logistique, moins de stockage, mais plutôt au service de l'industrie locale. Et puis il nous faut garder du foncier pour permettre l'implantation d'entreprises un peu locomotives, comme nous en avons aujourd'hui et que nous voulons conforter. Et dans cette logique-là, sur le recyclage notamment, on est en train de réfléchir et d'attirer quelques entreprises françaises sur notamment le plastique, je parlais tout à l'heure du plastique, sur donc le recyclage chimique et plus que mécanique du plastique par exemple. Et donc sur ces territoires-là, on est en train de faciliter l'implantation et l'arrivée avec notamment la région, avec l'État, de ces pépites dont vous parlez, et qui vont permettre certainement de conforter le tissu économique existant et se donner des perspectives nouvelles avec des débouchés nouveaux pour le territoire et pour plus largement, j'espère, la France et l'Europe. Donc pour cette relocalisation ou cette nouvelle attractivité, on va dire, de votre territoire, et on va en terminer par là, il y a un enjeu de formation. Dans ce bassin d'emploi, vous avez effectivement de nombreux salariés qui étaient autrefois employés dans les industries précédentes. Comment est-ce que vous voyez la reconversion de ces salariés ou la formation des jeunes? Où est-ce que vous attirez des jeunes? Comment vous voyez les choses? Alors déjà, nous sommes un territoire très jeune. Premier sujet. Deuxièmement, attirer, garder nos jeunes. Ça passe par l'industrie, effectivement. C'est donner des perspectives d'emploi aussi à ces jeunes et de donner des perspectives sur un marché de l'emploi qui était tendu
et qui, malgré Bridgestone, aujourd'hui est à 8,3% taux de chômage, ce qui est pour nous quand même un taux qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Nous avons 55 formations aujourd'hui sur le territoire, destinées notamment à l'industrie. Donc on est prêt à former nos jeunes notamment et à les attirer vers les industries qui sont en demande aujourd'hui. Et le marché de l'emploi, et je peux être un peu enthousiaste, puisque après vous êtes penché, j'allais dire, sur presque le cercueil de l'industrie, on se penche aujourd'hui sur le berceau de l'industrie. L'industrie est morte, vive l'industrie, puisque après Bridgestone, devant nous, depuis 2 ans, nous avons pris un certain nombre de décisions, et notamment nous allons accueillir des nouvelles entreprises, ça a été dit. Nous investissons notamment pour accueillir de nouvelles entreprises, et c'est 2100 emplois qui aujourd'hui sur le papier devraient sortir de terre dans les 3 ans à venir. Ça veut donc dire que nous avons besoin aujourd'hui d'une main-d'œuvre ouvrière qualifiée jusqu'à la recherche et développement, donc jusqu'à l'ingénieur. Nous sommes en train donc, de développer une formation du niveau 7 et on est en train de demander au ministère de l'Éducation nationale de nous octroyer cette capacité dès septembre 2023 à former des ingénieurs sur le territoire. Mais sur tout le parcours, effectivement, nous essayons de répondre aux besoins de l'entreprise et nous avons bien sûr des métiers en tension. Donc c'est un vrai défi pour nous, pas simplement d'avoir des gens prêts sur le marché de l'emploi, nous en avons, mais de les attirer vers l'industrie, les attirer avec une formation adaptée. Et je prends un exemple pour terminer très simple. Vous avez parlé de ces nouvelles entreprises qui viennent ou qui reviennent. Nous avons sur le territoire Safilin qui vient de s'implanter chez nous, qui ne s'implante pas, qui était déjà chez nous, on va dire en tout cas en Hauts-de-France, et qui reviennent avec une unité de production de Pologne. Donc ils gardent la Pologne, mais ils vont renforcer chez nous autour du lin. Et j'ai été surpris parce que quand on a commencé à parler de ces emplois, c'est une 50aine d'emplois à créer, ils sont implantés à Béthune, on les a aidés financièrement, l'agglomération, la région, l'État. On est très heureux qu'ils reviennent en France. Ils ont des débouchés, y compris dans des logiques aujourd'hui de produits biosourcés où le lin pourrait devenir un matériau important. Mais il a fallu former les gens. Et donc, n'ayant plus ces formations-là en France, ils étaient en train d'expliquer qu'ils allaient même faire venir des ouvriers et des techniciens polonais pour reformer des Français. C'est fantastique quand même, de voir que finalement, nous sommes capables de faire, on était capables de faire. On a eu une logique pendant un temps de laisser faire la désindustrialisation. Et aujourd'hui, on se rend compte de l'intérêt et de l'importance de garder, d'un point de vue stratégique et d'autonomie et souveraineté, cette industrie locale. Voilà, il faut de la formation, il faut des entreprises, il faut des leaders. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, on sait faire, c'est la vérité. Mais il y a un modèle économique à retrouver. Et il faut sortir de la logique de la France du low cost. Et il faut revenir sur la France du juste prix. Bien, écoutez, on va se quitter sur ce juste mot. Et il me reste à vous remercier de votre disponibilité, de votre accueil, puisque nous sommes accueillis chez vous. Merci à vous. Ça me ravit de vous accueillir, évidemment, Merci humblement. beaucoup.